Bonjour, je suis Michel Gouy, délégué CRA sur la région des Pays de Loire. Merci de nous rejoindre pour ces rendez-vous du repreneuriat. Je vous invite à faire connaissance avec le lauréat du prix du jury 2021. Pour ce faire, deux invités autour de moi. Laurent Benoudiz, qui est expert comptable et président de l'Ordre des experts comptables de la région Île-de-France, qui a contribué, qui a fait partie du jury. Et Guillaume Ferré, aujourd'hui, donc le récipiendaire, qui est donc le lauréat du prix du jury 2021. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Michel. Alors, Laurent Benoudiz, donc vous avez fait partie du jury. Pouvez-vous nous dire un petit peu donc quels ont été les critères de choix pour ce prix? Merci Michel. En fait, effectivement, l'Ordre des experts comptables était en charge de décerner le prix du jury et le dossier de Guillaume nous a beaucoup intéressés. Donc Guillaume Ferré qui a repris une entreprise en fait à la barre du tribunal. Ouais. Alors c'est pas fréquent, notamment le CRA n'est pas un adepte de ce type de projet. Mais là il s'est avéré que c'était pas son projet de départ. En vérité, je pense vous allez l'interroger, il va me raconter ça. C'était pas son projet de départ, mais il s'est retrouvé en fait devant la possibilité de faire une reprise au tribunal. Alors c'est pas quelque chose qui est facile. Hein. En général, on a souvent affaire à des vieux briscards qui connaissent un peu les procédures collectives, qui eux-mêmes parfois les ont vécues, ce qui permet de mieux les connaître de l'intérieur pour faire des reprises d'entreprise. Ouais. Mais Guillaume n'a pas eu peur, il s'est lancé là-dedans et avec succès, puisqu'aujourd'hui la boîte s'est super bien développée. Et donc, comme on est dans un contexte qui est un peu particulier avec le Covid, on s'imagine qu'il peut y avoir pas mal d'entreprises qui n'arrivent pas à passer cette période-là. Je dis que mettre à l'honneur un repreneur d'une entreprise en difficulté qui permet de rebondir et sauver les emplois, hein, parce que je crois que tous les emplois ont été sauvés à part ceux du dirigeant, nous a semblé être un signal intéressant dans cette période particulière du Covid. Merci, on va développer ce sujet. Exactement. Je vous invite peut-être à remettre donc cher Guillaume, le prix du jury. Pour toi et Jeff Palette, et bravo pour ce que tu as fait. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour ce prix. Et puis voilà, le contexte fait qu'il peut pas y avoir les équipes avec nous, etc. Mais c'est avant tout le prix de l'ensemble de la reprise. Elle ne serait pas faite sans l'ensemble de l'équipe. Et encore plus sur une entreprise qui est en difficulté, où là, il va falloir... mais on va pouvoir échanger sur quelles ont été les clés du succès, comment ça s'est passé, quels conseils je peux donner aussi sur des reprises à la barre. Mais ça fait clairement super plaisir de se retrouver tous les trois aujourd'hui et puis de recevoir ce trophée du prix Repas. Bravo et félicitations. Peut-être pour commencer un petit peu notre débat, Guillaume, pouvez-vous vous présenter? Quel a été votre parcours professionnel et ce qui vous a ensuite orienté vers l'entrepreneuriat et aussi le CRA comme partenaire? Alors, moi, quand je suis jeune, un lycée classique. Ensuite, l'université, parce qu'au début, une volonté d'être prof de maths. Voilà, là, on est un peu loin de la notion d'entrepreneuriat. Donc, je déroule les différentes années universitaires pour être prof de maths. Et à ce moment-là, je fais un stage en collège. Et là, je me dis non, ça va pas être possible. Donc, j'arrête complètement tout ce qui est prof de maths et je me relance sur une filière universitaire dans le génie des systèmes industriels, gestion de production. Là, j'ai l'opportunité de rentrer chez Veolia Environnement en stage. D'accord, et puis, effectivement, de poursuivre, ils m'embauchent. Et puis, je travaille 20 ans avec eux, en commençant du bureau d'études, ou un parcours un peu classique des bébés ingénieurs de chez Veolia, pour finir sur des directions de filiales. Et puis, en septembre 2016, on se quitte, parce que, je pense qu'on n'arrive plus à forcément trouver ensemble ce qui nous convient, le sens des choses. Et donc là, je me retrouve dans une situation où qu'est-ce que je fais? Alors j'interroge, je regarde un petit peu à droite, à gauche. Je m'inscris au CRA en septembre 2016. Et là, c'est souvent étonnant, parce que maintenant les gens me le disent, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'étais à la fac, notamment en génie système industriel, souvent les gens m'ont dit à ce moment-là, ouais, mais il n'y a pas de surprise en fait.
quand je décide de vraiment me lancer dans la reprise, alors, je ne sais pas si je vais réussir à être entrepreneur, parce qu'il y a une marge entre vouloir être entrepreneur, chercher une cible, et puis effectivement réussir à trouver une entreprise qui nous convient. D'accord. Ça marche. Alors Laurent Benoudiz nous l'a dit, hein, c'est quand même évidemment pas banal de reprendre une entreprise dans le contexte où vous l'avez fait. Je dirais donc, décrivez-nous un peu l'entreprise que vous avez reprise, avec un associé d'ailleurs, je crois, hein. Ceci dans un contexte particulier, à la barre du tribunal de commerce, on va dire. Hein. C'est en Bretagne, hein, votre entreprise. Pourquoi, comment ce choix? Alors, par contre, le point commun avec toute reprise, c'est que c'est une rencontre, à un moment ou à un autre. Alors là, pour une rencontre, c'est une rencontre qui ne se fait pas forcément dans le cadre du CRA, c'est une rencontre qui se fait par le réseau que j'ai pu avoir chez Veolia. Et donc, je vais voir mon associé aujourd'hui, Luc Gauthier, parce qu'il était possible qu'il ait une opportunité, lui, de cible. Et là, il m'annonce que non. Et il me dit, par contre, j'ai un souci avec un de mes fournisseurs qui est en train d'être en grande difficulté financière et qui vient de déposer au tribunal de commerce de Vannes. Alors là, je ne cache pas qu'au début, j'avais 2 autres cibles qui étaient beaucoup plus classiques. J'ai pas fait youpla boum prospère, je vais être le roi du pain d'épices sur une reprise à la barre. Après, un petit peu de temps, alors par contre, c'est ce que j'expliquais avec Laurent, on est la partie en fait gestion et relation avec un cédant est pas pareil, parce que là on n'a pas de cédant. On est en train de parler en fait à un tribunal de commerce. C'est pas le dirigeant qu'il faut convaincre. Non, c'est le juge. Exactement. Ça c'est déjà une première approche très différente par rapport à une reprise classique. Et puis après l'autre difficulté, c'est qu'on est quand même sur une situation d'une entreprise si elle dépose en difficulté. Mais par contre, à partir du moment où on a fait ces 2 constats-là, qu'on ne travaille pas avec un cédant comme on peut faire une reprise classique et que c'est quelque chose qui est difficile, il faut bien analyser le risque. Grosso modo, moi, c'est le premier travail que j'ai fait, c'est ma prise de risque. J'avais pas non plus énormément d'argent, parce qu'effectivement, quand on veut faire des reprises, et surtout si on veut se rémunérer vite, si on veut que ça marche bien, il faut un peu de sous. Moi, j'en avais pas. Donc, effectivement, ça a été un point fort, de me dire, je vais peut-être pouvoir réaliser mon rêve d'entreprendre sans fric. En acceptant la part de risque du coup. Par contre, quelle est la part de risque? Et en fait, ma part de risque, elle a été assez rapide parce que, pour le coup, on n'a pas acheté ça. Forcément, une entreprise à la barre, on l'achète pas cher. Faut pas. C'est le principe. Vous avez dit que votre associé avait un souci vis-à-vis de cette entreprise. Lequel était-il? Lui, il avait une créance énorme. Voilà. Il avait une créance énorme et effectivement, ce qu'on disait en préparant tout à l'heure avec Laurent, c'est qu'effectivement, c'est lui qui rachète l'entreprise. Parce qu'effectivement, en abandonnant sa créance, forcément, de facto, c'est lui qui rachète l'entreprise. Donc, en fait, quand on se lance au début dans la structure, il est à 70 et je suis à 30. D'accord. Okay. Ça a peut-être évolué. Ça a évolué, on pourra en parler. Hein. Bon, donc, les 2 points principaux, c'est ça. C'est que le cédant est différent, c'est un prix difficile, mais par contre, après, tout le reste, c'est pareil. Ouais. Tout ce qui va être réflexion autour des business plans, prise d'information de l'environnement, prise de contact avec des gens. Surtout que moi, j'étais un petit peu dans le bois. Mais j'étais pas du tout dans la fabrication de palettes en bois. Et justement, j'allais vous poser cette question. Dites-nous un peu quelle était, parce l'activité de cette entreprise. Donc en fait, alors anciennement, l'entreprise qui dépose, c'est Gerpal, qui était une entreprise de fabrication de palettes en bois, avec la particularité que de la palette en bois plutôt dite hors cote ou sur mesure, pour pas être sur le marché très standard des grosses entreprises qui font 2 millions de palettes par an, être plutôt sur du produit sur mesure. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire à mes clients quand je vais les voir, montrez-moi votre colis, et puis la palette, je vais l'adapter à votre colis. Alors que très souvent, on peut leur dire, vous prenez une palette Europe 1200-800, et puis vous découpez vos cartons pour que ça rentre sur la palette. Nous, on a le schéma inverse. Donc, ce qui fait qu'on a souvent un modèle, un client. On a aujourd'hui une 50aine de clients. On a démarré, l'entreprise faisait 1,2 million. On en fait aujourd'hui 1,8 million. Ouais. On a démarré, on a repris l'ensemble du personnel, sauf les gérants et la famille du gérant. Donc, on a commencé à 11. On est aujourd'hui 22. Et en termes de résultats, mais on reparlera peut-être un petit peu de toute la partie comment on est arrivé là. Là, je vous donne le début et à date. Ouais. On est aujourd'hui sur un résultat qui est entre 50 la première année, et puis là, on va faire un résultat à 80 pour 1,8 million. D'accord. Vous n'étiez vraisemblablement pas les seuls repreneurs potentiels. Si. D'accord. Il y avait personne n'avait. Alors l'entreprise serait arrêtée d'elle-même si vous n'aviez pas. D'accord. Alors le cédant avait quand même présenté un plan de continuité. D'accord. Parce qu'on était quand même sur une situation, pour dresser un peu le bilan quand on reprend, on est sur une situation compliquée. Cette entreprise-là perd 125 000 euros un résultat négatif, une perte de 125 000 euros depuis 3 ans. Il n'y a eu aucun investissement depuis 3-4 ans.
Et les équipes n'ont pas été payées pendant quelques mois. Il n'y a pas une information forte au niveau des équipes, donc la confiance est complètement brisée entre le gérant et puis ses équipes. Les clients commencent à douter. Voilà, on est vraiment. Il faut plus trop que ça traîne. Et à quelques mois après, on aurait pu. Et donc il y avait un plan de continuation qui était proposé par le dirigeant actuel. Ouais. Et vous êtes arrivé avec un plan de cession qui n'était pas très généreux. Non, pas du tout. Mais qui reprenait l'intégralité du personnel. Oui. Et qui poursuivait l'activité. Les congés payés. Mais il a fallu remettre un peu d'argent pour relancer la machine. Quoi. Oh, et le tribunal a préféré effacer les dettes et vous faire plus confiance que... Ouais. Ça c'est une bonne c'est effectivement comme ça que ça s'est fait. Après, sur quels critères, en fait, le tribunal de commerce vous a donné le feu vert de cette Alors, en fait, il y a eu des allers-retours. 4 allers-retours, 4 audiences différentes. Ça, j'étais un peu surpris. Vraiment, à un moment, j'y crois même plus, en fait. À la 3e audience, je me souviens, je sors, j'ai un peu le masque, parce que je me dis, mais ça va pas se faire, quoi. Ça va être compliqué, parce que il y a un doute sur la reprise. Et ce que je racontais à Laurent tout à l'heure sur la 3e audience, je me retrouve à faire une démonstration le coût de 11 personnes qui auraient plus de boulot par rapport aux créances que l'État a aujourd'hui en cas de liquidation, quoi. Bon, je sais pas si ça joue, mais ça aide. Vous avez touché un point sensible, c'est souvent un critère important, la sauvegarde des emplois. Bien sûr. Et puis après, l'argument, en tout cas, massu, nous, pour la reprise, c'est mon associé, qui lui a déjà une entreprise, il fait 12 millions d'euros, son entreprise marche. Donc c'est quand même même s'il vit en personne physique, c'est une vraie caution pour le tribunal de commerce, parce que c'est ça ils attachent de l'importance à être sûr quand même que c'est pas une reprise pour saucissonner la boîte et que le mec se fasse... D'ailleurs, nous, on avait une condition, c'est que tu ne peux rien toucher aux actifs pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, si jamais tu veux vendre ne serait-ce qu'une voiture que tu as récupérée, il faut l'autorisation. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu particulier cette reprise à la barre. Il faut reconnaître que l'enchaînement, après nous, l'enchaînement c'est bien. Voilà, la première audience c'est en novembre 2016 et on est attributaire en 23 mars 2017. D'accord. Alors la question qu'on se pose souvent quand on fait des reprises au tribunal, c'est comment on fait pour accéder à l'information, à la liste des clients, ce genre de choses, parce que évidemment c'est plus compliqué que... c'est impossible. Non, il n'y a pas. Il y a un peu de... Non, il n'y a pas. Et d'ailleurs, c'est super. Dans la construction du business plan, quand Michel est venu me voir la semaine dernière, je l'ai relu. Au secours. Alors c'est bien parce que ça permet de cadrer des grandes étapes et c'est nécessaire à faire quand tu veux faire une reprise. Oui, bien sûr. Mais par contre, je pense qu'il était fiable à 15%. Quoi. Et il faut de la flexibilité et de l'adaptabilité. Ça c'est un vrai point. Oui. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La prise d'information. D'accord. Parce que client, je ne savais pas aussi, j'avais un bout de papier, mais vraiment un bout de papier A4 avec 5 noms de clients. La rentabilité des clients, je ne savais pas. Les prix de vente des clients, je ne savais pas. Les volumes. J'arrivais même pas à faire un camembert de répartition de l'activité. Donc le portefeuille client, c'est de se dire, moi j'ai plutôt été dans la logique de me dire, est-ce que le produit est sain ? Palette en bois, je risque pas demain de plus en vendre. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de clients qui permet quand même de démarrer, de pas se retrouver embêté. Et puis sur les échos, la prise d'information dans le réseau, dans la filière bois, c'est quoi les prix marchés et est-ce qu'il y aura une action forte sur le prix de vente. On a évoqué un peu le sujet déjà, donc la reprise se passe. Quels étaient, vous avez évoqué 2-3 chiffres, mais les objectifs importants pour vous de cette reprise? Est-ce qu'il y avait un calendrier? Comment ça s'est passé en fait? En fait, là on revient sur le business plan. On revient dessus, un outil d'accord. Très précis, nécessaire, et qu'il ne faut vraiment pas négliger. Voilà. Ouais, il faut vraiment, en tout cas, au-delà de la reprise à la barre, c'est aussi important. Mais en tout cas, le business plan pour un repreneur, les premières années, alors sauf une entreprise qui roule, tout va bien, mais alors, dans le cadre d'une reprise à la barre, c'est stratégique. Donc nous, on s'était mis 3 étapes. Une étape parce que comme on disait, on n'a pas beaucoup d'infos, on va découvrir, on va y aller comme ça, on va découvrir sur place. Le deuxième problème aussi, c'est pas d'accompagnement par le dirigeant. Rien. Là, en l'occurrence. Non, on a arrêté. Ouais. On avait un accompagnement prévu de 3 mois. D'accord. Ça c'est c'était pas bon. Il n'était pas très... Ah non. En vrai, peut-être qu'un dirigeant, c'est des choses peut-être à regarder. Il n'est pas dans une présentation de plan de continuité. Et effectivement, il liquide, et puis il veut en profiter peut-être pour céder, puis essayer de quand même sauver sa boîte. Bien sûr. Moi, c'était pas mon cas. Le gars, il voulait continuer. Et là, forcément, humainement, c'est compliqué. Pour lui, comme pour moi, c'est compliqué. Et en fait, on n'a pas réussi à fonctionner. Donc, en fait, on avait prévu 3 mois d'accompagnement. Ça s'est soldé à 1 semaine et puis stop. Ouais. Donc là, effectivement, c'est le grand bain. En plus,
à ça de découvrir une entreprise en difficulté, moi je découvre le métier de la reprise ou de l'entrepreneur, parce que je suis salarié, même si j'ai eu des postes sympas, je suis salarié, hein, c'est plus... on change de monde. Hein. Donc ouais, la première année, elle est incroyable. Mais pour revenir sur le business plan, donc nous, la première année, on regarde où on met les pieds. Qu'est-ce qui se passe ? On s'était donné 18 mois, parce qu'il y a possibilité, vous savez bien, d'écraser un peu les frais fixes de reprise sur 18 mois la première année. Une deuxième année qui était de pérennisation, par rapport à effectivement... Alors, sachant qu'il y aurait eu un go-no-go à la fin du premier bilan, quoi. L'idée était, dans moi, mon analyse de risque, j'avais assumé ça, de me dire, je ne recrée pas, si jamais c'est pas viable, faut pas insister, quoi. C'est dur, hein, mais il faut aussi accepter dans la reprise à la barre, que si on n'y arrive pas, faut pas persévérer, parce que là, ça va être cata, quoi. Et notamment, la notion de finance, que moi, j'ai pu reprendre sans beaucoup d'argent. Si à un moment ou à un autre, à la fin de la première année, on voit que c'est pas fiable, et que là, on se dit, j'y crois, ou en fait, l'affecte. En fait, je l'aime, cette boîte, j'ai envie, donc j'y vais. Voilà, ça peut être cata. Donc là, nous, on avait vraiment mis des critères. C'est-à-dire, grosso modo, l'idée était, à la fin, sur le premier bilan, il faut qu'on soit 0 moins. On veut bien accepter une première un peu difficile. On était à facturer pour le BFR. Donc ça nous permettait quand même d'avoir un peu d'espace. Mais une vision quand même de sortie de la facturage. Et puis un portefeuille client nettoyé. D'accord. C'était les 3 indicateurs qu'on s'était mis pour considérer que c'était viable. Portefeuille client, on avait réussi effectivement, les clients ont joué le jeu, ça a suivi, les fournisseurs aussi, parce que moi je suis sur une matière première, bois. Alors, ce qui est aussi une des forces de cette reprise-là, quand même, on sort un peu de la barre, mais c'est que mon associé, c'est un exploitant forestier. Donc ça veut dire qu'il maîtrise 60% de mes coûts. Puisque le bois reprend 60% du prix du palais. C'est le fournisseur principal de l'entreprise. Ça aussi, ça crée quand même une certaine garantie pour la reprise, parce qu'il suffirait de tomber sur un fournisseur comme ça qui fait envoler les prix, puis nous, on ne maîtrise plus rien. Donc ces 3 indicateurs sont atteints sur la première année, donc là, on se dit, c'est bon. C'est viable, on y va. On pérennise, donc là, on commence quand même à mettre un peu de sous, on met 200 000 l'année 2, pour des problématiques de conformité électrique, des problématiques de machines qui sont vraiment... Oui, vous avez fait de l'investissement aussi. Ouais, dès l'année, en fait, c'était prévu plus tard, mais dès l'année 2, on met 200 000. Sur de la conformité électrique et des aménagements machines. D'accord. Et là, dans le business plan, on prévoyait une année 3-4 sur, effectivement, pérennisation, développement. Et puis, grosso modo, voilà, c'était ça. Et puis, ce qu'on échangeait, conjoncture économique top en 2019, des clients qui jouent le jeu, des fournisseurs qui jouent le jeu, et puis on va revenir après sur l'impact sur l'équipe et les hommes. Je pense qu'on peut échanger un peu. J'ai retenu 3 chiffres clés, 3 ans et demi, donc après cette reprise, une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 50%. Vous avez doublé les effectifs et un retour au profit de l'ordre dès le premier exercice. Vous avez doublé les effectifs pour une croissance du chiffre d'affaires de 50%. Il y a sûrement une raison. Alors, sur le fait, c'est que je pense qu'on a remodifié. En fait, on était parti sur des produits à plus de valeur ajoutée. Le mix produit a dû bouger. Donc, a bougé. Donc, pour le coup, effectivement, on a augmenté clairement la valeur ajoutée de nos produits. Mais par contre, forcément, on a dû optimiser un petit peu la main-d'œuvre pour pouvoir les faire, notamment sur toute une partie, et qui rentre dans on évoquera la feuille de route des prochaines années. Mais effectivement, on va s'orienter de plus en plus vers ça. Donc forcément, et de la productivité aussi, j'imagine, un petit peu sur le process. On a réussi à gagner des points de productivité, mais pour le coup, c'est vrai que on a aussi dû monter la masse salariale. On était aujourd'hui sur un ratio de 18, on est aujourd'hui plutôt à 24-25. D'accord. Mais la valeur ajoutée a suivi, et donc aujourd'hui, on est sur des trends qui sont très bons. D'accord. Alors, de cette expérience très positive qui vaut ce prix aujourd'hui, quels sont les enseignements, je dirais, et conseils que vous pourriez transmettre à d'autres repreneurs, justement, qui sont peut-être un petit peu frileux par rapport à une reprise comme ça en face d'un administrateur judiciaire, et donc le niveau de risque qu'il faut savoir prendre et accepter. Donc, un petit peu Alors, sur les conseils à donner sur des gens qui veulent se lancer à la reprise à la barre, c'est un peu ce qu'on a déjà évoqué ensemble tout à l'heure, c'est l'analyse de risque. C'est En fait, souvent, un repreneur pour aujourd'hui échanger et puis partager aussi cette expérience-là. Le repreneur, par exemple, un profil comme le mien, un salarié chez Veolia, cadre, va vite se poser la question de la rémunération. Oui. Ça, c'est un sujet direct. Il faut être clair que si le projet du repreneur, c'est aussi de pouvoir assurer une rémunération, faut pas aller au tribunal de commerce. C'est pas possible. C'est impossible. Moi, j'étais parti dans la notion de risque. Donc, j'avais la chance d'être encore sur des allocations chômage quand j'ai repris.
Comme ça a été très court entre ma fin de mission chez Veolia et le début de la reprise. Donc j'avais 2 ans d'alloc qui me permettait de tenir 2 ans. Et j'avais prévu 2 ans de plus de non-rémunération sur le... Grosso modo, je m'étais dit, je vais accepter pendant 4 ans de pas avoir de rémunération. Et vous avez fait beaucoup mieux, en fait. Ouais, après ça, voilà. c'est effectivement... Mais en fait, ça, c'est hyper important dès le début. Je le dire. Ça, c'est le premier truc important qu'on veut aller à la barre. C'est, voilà, il faut pas avoir de poids financier à la maison. Sinon, c'est mort. Parce que si ça se passe pas bien, ça va créer une double tension. Il faut une énergie très importante. Décuplée. Ouais, parce que la boîte, elle est pas bien. Ou je veux dire, c'est comme tout. C'est pas une boîte, on prend, on rentre dans l'entreprise, et puis on va prendre sa place, et puis il y a déjà une équipe, il y a déjà une structure de management, il y a déjà tout ce qu'il faut. Là, c'est souvent. Et d'ailleurs, si elle va pas bien, c'est qu'il faut quand même essayer. Malheureusement. 2-3 trucs à changer. C'est ça. Sinon, elle serait pas là-bas. Donc il faut beaucoup d'énergie. Et donc, faut être prêt. Moi, je pense avoir jamais travaillé comme j'ai travaillé les 18 premiers mois. Faut être très clair. Il y a plus que ça qui compte. Du 7-7. 7 jours sur 7. Ouais. Tu bosses tout le temps. Tu bosses tout le temps. Et après, je pense que le troisième truc, c'est qu'il faut aimer les hommes. Parce que en tout cas pour concernant GF Palette, mes équipes avaient vachement souffert. C'est sûr. C'est des gens qui avaient quand même quasiment entre 20 et 30 ans d'ancienneté, qui avaient connu l'ancienne société s'appelait la Scierie Simon, a été créée en 1910. Ensuite, elle a évolué sous le nom de Gerpal, puis en 2017 sur GF Palette. Mais il y a des salariés qui étaient là depuis 30 ans, 40 ans, quoi. Et donc, en termes humains, pour eux, c'était douloureux. D'accord. Et puis, plus la peur du renouveau. Le nouveau, en plus, un gars un peu comme moi, jeune, qui arrive de Veolia, on imagine bien, dans la filière bois, on commence déjà à se dire, ouh, aïe, ça va être chaud. Donc, il faut aimer les hommes, et il faut vraiment avoir envie de passer du temps avec eux et de partager le projet. Et la vision du moyen et long terme, quand même, parce que vous avez dit, évidemment, qu'en termes de rémunération, il faut accepter des efforts, des sacrifices au début, mais enfin, vous avez une perspective aussi de valoriser une entreprise personnelle et d'en tirer de patrimoine. Mais c'est sur le long terme, ça. Ouais, je pense que ça, il faut pas l'avoir en tête. Pas une reprise à la barre. Je pense que ça, faut pas tout de suite. Après, peut-être que... Et puis, après, moi, je dis souvent, quand les gens me posent cette question-là, mais qu'est-ce que t'en tires, toi, aujourd'hui ? Au-delà du fait d'avoir une liberté incroyable tous les matins en me levant et de vivre pleinement mon rôle d'entrepreneur, j'adore ce que je fais. Je suis passionné de faire ce qu'on... Voilà, on fait les choses comme on les sent, on partage énormément de choses avec les équipes, ça c'est magnifique. Mais ma plus belle... je sais pas comment on peut dire, mon plus beau retour aujourd'hui, moi, c'est cette liberté d'entreprendre et puis de partager avec des équipes, c'est géant. D'accord. Et ça, je pense que vraiment à la barre, je le répète, faut aimer les hommes, faut pas avoir besoin de fric pour être très très pragmatique, et puis faut aimer un peu le risque, et puis être prêt à bosser. Bravo. Écoutez, je vais avoir pour ce qui me concerne une dernière question à vous poser un petit peu, donc avec GFP, votre entreprise. Quelles sont justement vos perspectives des 3, 4, 5 prochaines années ? Est-ce que vous avez des plans de développement ? Vous pouvez nous en parler ? Ouais, alors après effectivement, là, on est vraiment là, on considère, même s'il y avait ce que je vous expliquais dans le business plan, là, on considère vraiment que la notion de reprise est terminée. Et donc là, on attaque notre 4e bilan. Et on part sur une nouvelle feuille de route qu'on a appelée GFP 2024, qui a aussi intégré, là, sur la partie Covid, on a commencé à travailler avec Bressfab, qui est une entité bretonne là, qui accompagne les entrepreneurs dans des évolutions de process, dans des améliorations de production. Et on a travaillé sur le lean un petit peu avec l'équipe. Et là, on est en train de mettre au centre de l'entreprise le fameux projet GFP 2024, donc qui s'articule en 3 étapes. On est en train de lancer une première phase qui s'appelle PP GFP 2024, première pierre de GFP 2024. Ah ouais, c'est ça. Avec une notion symbole. Avec l'accompagnement de France Relance, là, où on est en train de travailler sur de l'automatisation, donc un premier investissement aux alentours de 500 000 €, où on va effectivement, toutes ces fameuses parties du métier où je vous disais avec forte valeur ajoutée, parce que pas très spécifique, on va l'automatiser. Alors là, il faut y aller tranquille, parce que automatisation dans un atelier de scierie, plus vieux métier du monde, le bûcheron, il faut y aller tranquillement. Donc ça va être la première étape, j'espère fin 2021, qui va voir le jour. Début 2022, on va lancer une nouvelle marque qui va s'appeler Kit Palette, qui va être effectivement la création de meubles extérieurs par de la palette bois recyclée. Alors, sur un principe un peu comme Ikea, en fait. L'idée, c'est des petits modules que les gens vont aller sur Internet, ils pourront choisir leur petit meuble extérieur. De plus en plus d'artistes qui créent des trucs avec des palettes. C'est ça. Et c'est vraiment de faire un truc un peu quali, et puis surtout diffusable et commercialisable.
Et puis 2024, bah là, le rêve, ce qu'on appelle avec toute l'équipe le rêve partagé, qui est, on est en plein centre-ville de Carentoire, hein, on est au milieu, donc on est contraint. Et donc c'est le déménagement de l'ensemble de l'installation sur la zone artisanale qui est située à 500 mètres, avec la modification du process en ce qu'on appelle des scieries 4.0. Et puis effectivement la duplication de ces fameux îlots de production qu'on va tester avec PPGFP et qu'on dupliquera si effectivement ça s'avère positif. Et puis après 2024, on verra ce qui se passe. On peut réécrire une nouvelle feuille de route avec tout le monde. Avec, moi j'ai pas d'enfant, donc effectivement avec le souhait, idéalement, maintenant mon rêve, moi ce serait que je cède à mes salariés, quoi. Ça serait vraiment top. Et ça, on sera peut-être 35 ou... Ouais, voilà, il y a un peu de temps, là. Laurent, vous auriez une question encore à poser? Non, bah, je trouve ça passionnant. Un peu de vente à l'export, peut-être, ou pas? Non, c'est pas prévu, non? Bah, la palette, c'est un peu compliqué. Faut les distances de... Ouais. Alors après, là, il y a un phénomène mondial qui arrive, c'est le Brexit. Ouais. Qui fait qu'il y a des producteurs pneumatiques sur la palette parce qu'ils sortent du marché intérieur, donc ils vont avoir des contraintes de traitement. Donc peut-être ça. On est en train de regarder effectivement pareil dans le cadre des investissements là sur des cellules de traitement qui permettraient de faire un peu d'export complètement. Okay. Mais tranquille. En plus, je suis pas très bon en anglais et tout, donc bon, bah écoutez, franchement, félicitations à nouveau pour la réussite de cette reprise. Félicitations à Mega. Et puis, très bonne chance pour ce plan de croissance là qui démarre. Je vous remercie donc pour cet atelier. Je voudrais aussi, pour les auditeurs, vous remercier d'avoir suivi cet atelier. Et je vous propose de nous retrouver dans le live qui va suivre pour répondre à vos questions et poursuivre nos échanges.